Je vous remercie de me donner l'occasion de me présenter. Les montagnes sacrées au Paléolithique supérieur, au Congrès mondial de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques de cette année. Je m'appelle Bernie Taylor et mes recherches explorent les racines profondes de la capacité créative de l'humanité en examinant comment nous en sommes venus à voir notre cosmos à travers l'étude de l'art rupestre du Paléolithique supérieur. Dans cette présentation, nous remonterons dans le temps jusqu'à certaines des premières œuvres d'art rupestre européennes pour explorer les liens avec les montagnes sacrées sur les continents européens et africains. La montagne sacrée ou cosmique, où l'humanité est censée avoir interagi avec le divin, est un phénomène mondial. On peut parcourir le globe et trouver de telles croyances à peu près partout où il y a des montagnes. Il existe des dizaines d'exemples documentés, dont le mont Everest, qui serait la demeure d'une déesse bouddhiste tibétaine. Et le mont Uluru en Australie, qui est considéré comme un lieu sacré pour les esprits anciens par les peuples aborigènes de la région. La montagne sacrée a longtemps été un lieu de connexion avec le divin. Dans la tradition abrahamique, Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, qui serait le Jebel Musa en Égypte. Dans la mythologie grecque, le titan Atlas tenait le ciel sur une montagne portant son nom, où il fut transformé en pierre par le héros Persée et trompé par le puissant Hercule. Aujourd'hui, cette montagne du haut Atlas marocain, qui est aussi la plus haute de l'Afrique du Nord occidentale, est appelée Jebel Toubkal. L'auteur phénicien Sancho Niato, qui vivait vers 1200 avant Jésus-Christ, décrivait Atlas comme le frère du temps, qui avait voyagé dans la partie occidentale de l'Afrique où il s'était installé sur une haute montagne qui soutenait les cieux afin de se consacrer à l'étude de l'astronomie. Le mont Elbrouz est le sommet le plus élevé et le plus marquant des montagnes de Caucase en Russie et en Europe. Dans la mythologie grecque, c'est ici que le titan Prométhée a été tragiquement enchaîné pour sa désobéissance. Le foie de ce traître au dieu était consommé quotidiennement par un vautour géant jusqu'à ce que le puissant Hercule le libère. On peut voir comment les caractéristiques géologiques du mont Elbrus peuvent facilement devenir paréidoliques pour donner l'impression d'un vautour et une base géographique pour le mythe. Nous pouvons voyager dans le monde entier et trouver des montagnes sacrées dérivées de leur hauteur ou avec une pareidolie projetée dans les mythes. Voyageons maintenant plus loin dans le temps pour examiner les relations entre les montagnes sacrées à travers la pareidolie qui les anime. La photo montre une gravure de la grotte de Gorham à Gibraltar, datant d'environ 36 000 ans, que j'appelle gravure de Gorham. Vous avez peut-être déjà vu cette image appelée par d'autres art abstrait des Néandertaliens. La grotte de Gorham a été découverte à l'époque moderne, au début du siècle dernier. Cette gravure qui se trouve près de l'entrée de la grotte a été accidentellement retrouvée par des archéologues en 2012. Les gens étaient passés devant pendant plus de 100 ans. Les lignes croisées de la gravure de Gorham, appelée hashtag, ressemblent beaucoup à la vue du nord-ouest de Bulasen, qui est la plus haute montagne de la péninsule ibérique. La marche actuelle entre Gorham Cave et Bulasen est d'environ une semaine. La gravure de Gorham semble avoir été mise à l'échelle aux 2 mains que nous pouvons utiliser pour évaluer sa taille. On peut voir les métacarpiens sur la main du bas. Sur la face de Mulasen se trouve ce qui semble être la tête d'un cheval que l'artiste de la gravure de Gorham a reconnu. Notez qu'il n'y a pas de tête de cheval sur Mulasen. C'est de la pareidolie. Certains arts anciens ont été créés dans l'esprit humain sous forme de pareidolie, puis transférés sur des supports physiques pour devenir ce que l'on considère aujourd'hui comme de l'art. L'artiste a trouvé un autre cheval dans les lignes de Mulasen qu'il a transféré sur la gravure de Gorham. Comme nous allons continuer à le voir, la gravure de Gorham est une découverte archéologique importante, même si ce n'est pas tout à fait l'art abstrait des Néandertaliens. Il y a un homme qui court et qui est délimité par des lignes verticales et d'horizon. Je vais poster cette présentation sur ma page web à bforéorion.com pour un examen plus approfondi. Il y a beaucoup d'autres personnages de la gravure de Gorham postés là aussi pour examen. L'homme semble s'adapter au cheval pour devenir un cavalier. Ou peut-être ne fait-il qu'un avec le cheval dans une expérience transcendante de type chamanique. Le héros de Gorham adopte un pied avant inhabituel et est accompagné d'une paire de chiens qui se chevauchent. La forme de l'étoile sur le chien au premier plan correspond à l'emplacement exact de l'étoile brillante Sirius dans la constellation du Grand Canis,
par rapport à l'homme courant qu'est Orion à cette époque et à cet endroit. Les constellations et le héros de Goram avec ses chiens sont également fondés sur la pareidolie. Nous poursuivons notre voyage en Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, pour explorer la grotte El Castillo, située dans une montagne du même nom. Sur le panneau de 10 mètres de diamètre appelé Galerie des disques, on trouve plus de 80 disques rouges qui ont en moyenne la taille de la paume de votre main. L'un de ces disques a été daté d'au moins 34 000 ans. La grotte del Castillo a été explorée pour la première fois à l'époque moderne en 1903. Sur ce panneau, nous trouvons un archétype de professeur et d'apprenti. Notez les grands yeux intéressés de l'apprenti et la façon dont le professeur lui parle à l'oreille. Peut-être peut-il nous en dire plus sur l'esprit de l'artiste du Paléolithique supérieur et sur les montagnes sacrées. Je dois noter ici que le chemin menant à l'identification de ces personnages et de ceux qui suivent sur la galerie des disques est étroitement parallèle à celui de la découverte de la gravure de Goram. Il y a un éléphant qui boit de l'eau dans une piscine et un autre avec une trompe levée. Enfin, c'est ce qu'il semble. Tournez votre tête de côté et vous verrez qu'il s'agit d'un même éléphant que l'artiste a formé à partir de la même oreille et de la même trompe. Nous rencontrons un singe de Barbarie qui est indigène dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Il y a une lionne qui semble lécher un lion à crinière. Et une mère girafe et son petit qui désignent définitivement cette section du panneau comme étant l'Afrique. Il y a un crocodile à dents qui fait environ 15 mètres de long. Et une mère ours qui regarde ses oursons grimper à un arbre pour se mettre en sécurité. Nous pouvons revisiter le Jebel Toubkal dans le Haut Atlas marocain avec cette nouvelle information où sur la face sud-ouest nous trouvons les origines paréidoliques des personnages de la galère des disques. Au sommet du panneau et de la montagne se trouve le crocodile. À la gauche du spectateur se trouve une forme de bloc que l'artiste a trouvé dans les rochers en diagonale comme la lionne et en verticale comme le singe de Barbarie. Au centre se trouve le lion et en face l'éléphant. L'une des voies d'escalade actuelles du sommet du Jebel Toubkal passe par la trompe de l'éléphant et au-dessus de sa tête. L'artiste de la galerie des disques a même photographié cette étrange formation géologique du Jebel Toubkal à l'allure de canidé. Notez que ce personnage n'existe pas dans le règne animal. C'est de la pareidolie sur la montagne et de l'art fantastique sur la galerie des disques. Pour l'artiste du Paléolithique supérieur, la connexion était physiquement réalisable comme aujourd'hui. Le trajet à pied et à la nage entre la grotte del Castillo en Espagne et le Djebel Toubkal en Afrique du Nord occidentale dure environ 30 jours. Nous pouvons trouver ces personnages comme pareidolie dans le ciel nocturne également à cette époque et à cet endroit. Le crocodile est la constellation Draco, le dragon. Les ours sont Ursa Major et le lion est le lion. Les yeux du singe de Barbarie sont les étoiles Castor et Pollux dans la constellation des Gémeaux. La tête, la trompe et les défenses de l'éléphant sont le taureau et l'aurore. Les Grecs de l'Antiquité ont substitué un taureau à cornes à un éléphant à défense. Vous trouverez de nombreuses présentations d'archéoastronomie sur ma page web beforeorion.com, où j'explore les origines du Paléolithique supérieur de ces constellations et d'autres qui nous ont été léguées par les Grecs. Ce qui nous ramène à l'auteur phénicien Sancho Niato, qui a décrit Atlas comme le frère du temps, qui se consacrait à l'étude de l'astronomie sur la montagne cosmique, que nous appelons aujourd'hui Jebel Toubkal. Et aussi dans la mythologie grecque, où le titan Atlas a été transformé en pierre par le héros Persée et trompé par le puissant Hercule pour qu'il maintienne à jamais le ciel nocturne sur un pic sacré de son homonyme, à une époque et dans un lieu où la terre et le ciel ne faisaient qu'un. En résumé, nous avons découvert que les premiers enregistrements de ces observances sacrées en haute montagne se trouvent dans la grotte du Paléolithique supérieur d'El Castillo en Cantabrie, en Espagne, et dans la grotte de Goram à Gibraltar. Les panneaux de ces grottes contiennent des images fabriquées par l'homme qui ressemblent de près aux caractéristiques géologiques des hautes montagnes de la grande région ibérique, ou peut-être devrions-nous dire de la grande région ouest de l'Afrique du Nord. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle les peuples de l'Antiquité et du monde entier ont un lien commun avec les premières traditions du Paléolithique supérieur qui considéraient les hautes montagnes comme sacrées. Comme nous l'avons découvert au cours de ce voyage à travers le temps et l'espace dans l'esprit du Paléolithique supérieur qui est encore le nôtre. Je vous remercie encore de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole au congrès de cette année.
Vous trouverez de plus amples informations sur mon travail sur ces sites. Je suis toujours prêt à coopérer à des projets et à présenter virtuellement mon travail à des publics communautaires et universitaires. Un préenregistrement de cette présentation sera publié sur ma page web.